Volkswagen, das Auto. Et en ce moment, plus abordable que jamais grâce au crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Touch the sky. ERDF vous présente Quartier de vie. ERDF et l'électricité vient à vous. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité, partenaire de Quartier de vie. Bonjour, Quartier de vie. Eh bien, au point de vue balade, cette fois, on a décidé de changer un petit peu nos habitudes. On parle toujours du patrimoine, du bâti, des jardins, des choses comme ça. Maintenant, on va un peu plus parler des gens. Et de temps en temps, on va vous présenter des gens qui exercent des professions tout à fait étonnantes, peu connues. Et on a une idée, on va vous parler d'un généalogiste. Alors, un généalogiste, bon, on sait vaguement ce que c'est, mais ce qu'il fait, on ne le sait pas trop. Du coup, on est allé aux archives municipales et on va essayer de rencontrer ce monsieur. Vous me suivez ? Allez. Monsieur Villiers, l'archiviste. Bonjour, monsieur Chamand. Bienvenue. Alors, merci. Comme on a dit, on fait un nouveau type d'émission. C'est les gens qui ont des métiers très différents, des métiers peu connus, notamment généalogistes. Et je crois qu'il y en a un qui fait des recherches ici en ce moment. Tout à fait, monsieur Alors, Thomas. Avant ça, les archives, c'est ouvert à tout le monde, c'est réservé. Comment ça se passe ? Alors, les archives, c'est un service public. Ici, vous êtes aux archives municipales de Lyon, donc qui est un service qui dépend de la ville de Lyon, qui est effectivement un service ouvert à tout à chacun, puisque les archives sont un patrimoine commun. Oui. La simple tracasserie, on va dire administrative, c'est de s'inscrire et donc de présenter une pièce d'identité. Et puis, à la suite de quoi, il faut chercher, à partir d'outils de recherche, d'ordinateurs, des documents qui vont évoquer l'histoire de Lyon. Donc ça peut être des permis de construire, ça peut être des registres d'état civil. Les permis de construire sont ici maintenant ? Les permis de construire se trouvent ici, effectivement, aux archives municipales de Lyon. Donc depuis, on va dire, la fin du 19e siècle, on ne parle pas encore de permis de construire, mais d'autorisation de construction. Mais grosso modo, oui, on a les permis de construire et les autorisations de construction. Mais une chose qui m'inquiète, moi, l'informatique, c'est pas terrible. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans nos recherches si on vous demande Alors, on a dans la salle où on vient consulter des archives une équipe d'archivistes, de personnes qui travaillent ici, qui vont être là pour accueillir les chercheurs, les inscrire, donc les accompagner dans leur recherche, dans leur travail. Ils ne vont pas faire la recherche à la place des gens. Oui, je comprends. Ce n'est pas notre fonction ni même notre métier, mais on va être là pour donner des orientations, des pistes, après aux personnes de découvrir les trésors qu'on peut conserver ici. Et quelqu'un peut nous expliquer comment fonctionne l'ordinateur ? Tout à fait. Bon, c'est ça qui me fait peur. Sans aucun souci. On y va ? On peut aller en salle de recherche ? Allez, on y va. Parti. Suivez-moi. Merci. Bonjour Olivier. Jean-Luc, bonjour. Comment vas-tu ? Merci, ça va. Merci. Alors voilà, donc, comme on l'a déjà expliqué, on voudrait tout savoir sur ton métier. Donc tu es généalogiste. C'est ça, Alors pour ça, on est venu dans la salle de lecture des archives. tout à fait. Et il faut que tu nous expliques tout. Ah ben écoute, avec grand plaisir. Alors je t'explique. Déjà, la première chose, c'est quoi un généalogiste ? La généalogie, bon, on sait ce que c'est à peu près, mais comment peut-on en faire un métier ? Quel est ton rôle ? Alors le généalogiste, c'est quelqu'un qui au départ est chargé d'établir la succession de l'hérédité d'une famille, d'une personne ou d'un groupe. Donc le généalogiste, il se penche sur des documents d'état civil pour établir la dévolution d'une famille, savoir qui est le plus lointain ancêtre jusqu'à aujourd'hui. C'est la démarche première, la recherche des héritiers. C'est uniquement pour des héritages ou... Alors la généalogie aujourd'hui, elle a deux métiers, deux faces. Il y a la généalogie successorale, on recherche à l'issue d'un décès les ayants droit, c'est le terme consacré, parce que quelqu'un vient à mourir et laisse un patrimoine, donc on recherche les ayants droit. Ou alors il y a son cousin, la généalogie familiale, ce que je suis justement en train de faire. On établit une généalogie pour une famille, on retrace la vie, le parcours d'un individu sur plusieurs générations. Voilà l'ensemble de la généalogie aujourd'hui.
Et alors, la question, le cousin d'Amérique qui laisse un héritage fabuleux, ça existe ou non? Ah, C'est bien fini, sûr. ça? Non, c'est pas du tout un mythe, c'est une réalité. Les cousins d'Amérique, il y en a toujours, il y en aura toujours. On est aujourd'hui dans un monde où les gens vivent répartis de partout et on n'a pas forcément la connaissance de sa famille et de son entourage. Donc il arrive que des personnes dont on ne connaît pas l'existence viennent à mourir. Et par les recherches, grâce aux documents, on arrive à établir le lien, les reliant d'eux à toi, par exemple. Et il se trouve qu'à un moment, ils laissent quelque chose de leur vivant qui vient hériter. Donc, on fait des recherches pour relier la personne qui vient de mourir avec ceux qui sont encore de ce monde pour leur faire hériter de ce qu'il a laissé. Voilà, ça, tu me dis que c'est un métier, d'accord, mais il y a des tas de programmes, enfin bien que j'y connaisse rien, informatiques, sur les ordis. Chacun peut faire ça. Est-ce que c'est la même chose ou... Alors non. La généalogie, c'est, on peut dire, un métier à part entière. C'est également un passe-temps pour beaucoup. Devant un écran, on peut être tenté d'aller sur des sites, quels qu'ils soient, et tenter de faire sa généalogie pour le plaisir. Il faut bien savoir qu'un généalogiste professionnel, il est habilité par le procureur de la République à aller poser ses yeux, comme je suis en train de faire, sur différents documents et registres que seul le professionnel peut aller regarder. Donc, en termes de restitution d'informations, celui qui va se contenter via un site internet, quel que soit le nom, d'aller à la découverte de sa famille, ne pourra forcément pas avoir la même restitution d'informations qu'un généalogiste professionnel avec des habilitations qui va aller consulter des documents que moi suis seul habilité à les regarder. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas le droit de les regarder, ces documents. En ma présence, si. Normalement, il faut avoir un lien direct. On ne peut pas consulter des registres librement au-delà de 100 ans. Alors ça, par exemple, c'est un registre de quoi? De naissance? D'état civil? Là, effectivement, nous sommes sur les registres des naissances de Lyon, premier arrondissement pour l'année 1893, sur lequel porte ma registre. On prend un exemple. Voilà. Ma démarche consulte cette famille qui s'appelle Child. Et on voit que l'intéressé, qui se prénommait James Alfred, qui était traducteur juré dans le quartier des Terreaux, eh bien, est né à ce moment-là, et effectivement, nous avons ici dans le cadre ce qu'on appelle une mention marginale. Ça me donne une information quant à son mariage, et on voit même la mention de son décès. Donc grâce à ce document, je peux savoir que l'individu que je recherche, qui est monsieur James Alfred Child, est né le 25 avril 1893 à Lyon, qu'il s'est marié à l'âge de 20 ans en 1913, et on a l'endroit, au terreau, et il y a également son décès, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il est décédé en Italie. Donc c'est ce qu'on appelle la mention marginale, qui aujourd'hui ici aux archives me permet de savoir que ce Lyonnais d'origine est mort en Italie, et on a la date, le lieu. D'accord. Alors, autre question, comment en fais-tu pour lire ces pattes de mouche, là, c'est quand même très... Là, c'est bien écrit encore. Mais... C'est relativement bien écrit, on peut s'apercevoir que le registre, qui a déjà plusieurs centaines d'années, est dans l'état qu'on voit, et donc il est nécessaire de faire ce qu'on appelle de la paléographie. Il y a des jambages, il y a de l'écriture qui s'apprend, qui permettent de lire les cursives comme on écrivait à l'époque, donc il faut avoir effectivement des rudiments de paléographie pour pouvoir déchiffrer les documents d'état civil, c'est ça. Alors justement, pour devenir généalogiste professionnel, il y a des écoles, il y a une fac, on apprend où ce métier? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'école. Un généalogiste professionnel, c'est quelqu'un qui est intéressé par l'histoire, qui est intéressé par le droit, et qui a surtout une culture dans ce qui est l'archivistique. Donc un généalogiste aujourd'hui, il faut qu'il puisse avoir fait du droit de la famille, du droit des contrats, il faut qu'il ait une bonne base historique, parce que quand on s'occupe de personnes et qu'on les replace dans leur contexte du temps, il faut avoir des notions d'histoire, de géographie, et également des notions en termes d'archivistique, parce que les documents tels que celui-là, l'état civil, ne se lisent pas n'importe comment, il y a des règles, il faut apprendre ce qui s'appelle la lecture des documents archivistiques. Donc voilà, il faut être assez ouvert et très intéressé par son prochain. Alors, ce métier existe depuis quand? Ça a 100 ans, 200 ans Ce métier de généalogiste, il a toujours existé. Depuis que notre pays a fait des constitutions de documents, à l'origine, il était réservé aux gens des familles royales qui
avait l'obligation de noter et de recenser dans un cadre administratif toutes les personnes avec lesquelles elle vivait. Et puis petit à petit, après la Révolution française, on a créé le métier d'officier d'état civil. Et là, la personne était censée rédiger les documents en fonction des enfants qui lui étaient présentés lors des naissances, des mariages qu'il devait célébrer, et c'est devenu un métier à part entière. D'accord. Et alors, un jeune, on va dire, qui sortirait de l'école et qui voudrait se lancer en tant que généalogiste, il doit être à son compte. Exactement. Et est-ce qu'il y a des débouchés? Alors, aujourd'hui, on peut être généalogiste et travailler dans différents secteurs. On peut, comme ça a été le cas pour moi, commencer dans une étude successorale, être chercheur généalogiste, faire des recherches sur le terrain, ce qui est la base de notre métier. Sur le terrain, c'est-à-dire ici Alors, un départ de recherche dans les archives et puis après, un déplacement auprès des gens pour aller les rencontrer et établir leur arbre généalogique pour être sûr que la personne, là le document est vierge, mais que la personne que l'on va rencontrer a bel et bien un lien avec la recherche que l'on fait. Ça, c'est le premier point. On peut également être, comme ce que je suis, un généalogiste familial, c'est-à-dire faire des registres pour les familles, pour les personnes, pour aller à la rencontre de leurs aïeux. Donc ça, la démarche, elle est la même. Aujourd'hui, on peut aussi également travailler dans des compagnies d'assurance, parce qu'on recherche aujourd'hui les détenteurs de produits d'épargne une fois qu'ils sont décédés, et il y a une obligation aujourd'hui de retrouver ces personnes qui sont héritiers d'un pactole financier. Donc des cabinets d'assurance, des courtiers, créent des structures où ils emploient des chercheurs, on ne dira pas des généalogistes, mais le travail qu'ils font est similaire, et ils doivent aller, comme moi, à la recherche des personnes pour leur faire hériter du pactole qui est resté en déshérence à la banque. Donc les particuliers peuvent avoir une bonne surprise un jour en recevant une lettre. On sonne à leur porte, bonjour, c'est l'étude machin, le cabinet truc ou la société d'assurance Intel. Dans le cadre d'un règlement de succession, il se trouve que vous venez d'hériter de la somme de temps. Alors bien sûr, les gens vont ouvrir des yeux comme ça en disant « mais vous êtes qui, c'est quoi ?» On leur présentera le document, donc les reliant à la personne décédée à eux-mêmes. Parfois, c'est une connaissance tout à fait nouvelle pour eux. Et ils disent « Ah bah d'accord, c'est où je signe ?» C'est en bas à droite. Voilà monsieur, c'est en bas à droite, on signe. Et vous me donnez le chèque. C'est exactement ça, tout à fait. Alors, une chose, excuse-moi, je voudrais revenir sur un terme. Tu disais que le généalogiste professionnel travaillait avec ses yeux. Voilà. D'un autre côté, tu as vu que toutes les aiguilles qui sont là sont rouillées? Alors, effectivement. Ces aiguilles, voilà. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ces aiguilles, normalement, elles étaient agrafées, ce qu'on appelle sur les mentions marginales, parce que durant la vie d'un individu, il a souvent fait des mariages successifs, il a divorcé, il a eu des informations le concernant, et on n'avait plus la place sur le cadre de noter ces informations, ce qu'on appelle dans la mention marginale. Donc, ces derniers temps, plus maintenant parce que c'est interdit, on mettait en regard de la marge un petit papillon qui venait écrire noir sur blanc toutes les informations relatives à l'individu. On voit ici, par exemple, que ce monsieur Child, on a une mention marginale, s'est marié et est décédé. Ce n'était pas obligatoire de le noter jusqu'à une certaine époque. Et puis l'information venant, il a fallu la superposer l'une sur l'autre, donc on était obligé de mettre des trombones qui, forcément, comme tu le vois, sont rouillés aujourd'hui, et qui étaient la manifestation d'informations successives sur un individu. Donc c'est ce qu'on mettait en mention marginale sur le document. Donc il y avait des tas de post-it, si on c'est ça. Comme ça, qui étaient épinglés. C'était tout à fait fréquent de voir en regard d'un acte des post-it superposés les uns sur les autres, et il faut, donc comme tu le dis, le généalogiste doit les soulever les uns après les autres pour prendre connaissance des informations. Car c'est là où recèle l'intérêt, c'est que sur des documents numérisés, on n'a pas la possibilité de toucher, de relever et de prendre connaissance de l'information. D'où l'intérêt d'utiliser mes yeux. Donc on scanne avec les post-it sans savoir ce qu'il y a dessous. Voilà, on fait un passage à plat, ce qui fait qu'on a une seule information, et quand il y a 2, 3, 4, 5 post-it, on passe complètement à côté, et la recherche est incomplète et fausse, parce qu'on n'a pas les informations dont on a besoin. Donc le généalogiste, il va toute la journée tourner, potasser, regarder, il y a des renvois. Donc c'est l'utilisation de ses yeux au quotidien pour aller à l'information, parce que parfois il y a des renvois de pages, il faut aller en fin de registre. C'est un vrai travail de découverte, de recherche, d'enquête. C'est ça. Et alors aussi, quelque chose dont beaucoup de gens parlent, les Mormons. C'est vrai qu'ils ont les archives les plus complètes sur nous?
Les Mormons. Alors effectivement, la Société généalogique des Mormons passe avec les pays un accord qui est le suivant. En contrepartie de nous laisser un exemplaire des bobines d'état civil qu'ils ont numérisées sur tout notre pays, ils récupèrent et ramènent chez eux dans leur cave en Utah, au 40e sous-sol, un double de l'état civil. Alors Jean-Luc, ça pose, alors à titre personnel mais professionnel, la question suivante. Il faut savoir que quelque part aux États-Unis, la Société des Mormons possède l'intégralité de l'état civil français chez eux. On peut être amené à se demander et où est notre part de propriété là-dedans. Donc les Mormons ont quasiment l'inventaire de tous nos ancêtres en France chez eux. C'est un accord passé d'État à État. Donc, Et consultable ou non? Sur leur site, de façon payante. Donc tous ces gens font quand même du commerce. C'est eux qui sont à l'origine de la plupart des créations des sites en ligne qu'on peut consulter. Le site quelquechose.com, c'est par abonnement payant. Mais et toi, tu t'en sers? Je m'en sers. Dire que je m'en sers pas serait pas la réalité. Je regarde, mais je préfère utiliser mes yeux, aller consulter ou passer par mes correspondants locaux dans chaque pays qui vont aller vérifier et valider pour moi l'information. C'est une source intéressante. Il faut savoir que seul passer par des sites de généalogie n'a jamais permis à qui que ce soit de pouvoir dire « j'ai fait mon arbre généalogique ». Il y a quand même un certain nombre d'erreurs, de coquilles qui sont reprises sur tous ces sites. Et quel que soit le site sur lequel on va, on retrouve les mêmes types d'erreurs. Donc il faut quand même garder une distance et une précaution. L'informatique ne remplacera jamais les yeux du généalogiste, ça c'est clair. Alors là, tu nous as parlé de ton métier, mais j'ai cru savoir quand même que tu avais un but, une passion légèrement différente. Oui. C'est quoi? C'est la collecte de mémoire. C'est quoi ça? Alors la collecte de mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité, à l'issue d'un travail, de rédiger sous forme d'un livre relié, avec des photos, des documents originaux tels que ceux du registre, des cartes, des témoignages, de retracer le parcours d'une vie, d'une personne, d'une entreprise ou d'une société, afin qu'elle reste dans les mémoires et qu'elle soit transmissible, pour qu'il y ait quelque chose de concret sur une vie, un événement, qui puisse perdurer et se transmettre. C'est ça la véritable démarche et la passion qui est la mienne. Transmettre. Oui, du coup, même une société ancienne peut faire ça en tant que cadeau d'entreprise ou... Voilà. Dernièrement, j'ai été sollicité par un restaurateur lyonnais qui possède l'un des plus vieux établissements à Lyon. Et tout bonnement, au travers du travail qu'il m'a demandé, j'ai retracé le fil de son établissement, qui est l'un des plus anciens, puisqu'il a été conçu sous la Troisième République, jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire chercher dans d'autres registres quels étaient tous les propriétaires, les menus que proposait ce restaurant, à qui il s'adressait. Est-ce qu'il avait beaucoup de personnel? Est-ce qu'il avait des dépendants? Donc on a retracé ensemble l'historique de ce restaurant qui existe encore aujourd'hui et qui fait partie des plus anciens. Donc la démarche s'applique à tout le monde et n'est réservée à personne en particulier. Toutes les personnes intéressées à transmettre quelque chose de l'ordre de la famille, de l'entreprise, de l'histoire, des passions, tout un tas de choses, c'est possible de faire ce genre de démarche avec tout le monde. Et j'ai quand même appris que tu t'intéressais à un village qui est Ternay. C'est vrai. Tu fais quoi à Ternay? C'est l'histoire du village ou des gens? Alors, le village de Ternay, la mairie, le syndicat d'initiative m'ont sollicité pour venir faire une collecte de mémoire sur le village et ses habitants. Donc je vais aller auprès d'eux et leur demander de me restituer leurs souvenirs, comment se déroulait la vie dans leur village depuis 1900 aujourd'hui, afin qu'elle soit perpétuée et transmise. Et tu vas rédiger un ouvrage alors? Et à l'issue, ça donnera la rédaction d'un ouvrage qui sera le condensé de toutes ces démarches et de ces requêtes d'archives et de témoignages que j'aurais fait, qui symbolisera la collecte que j'aurais fait sur Ternay. Voilà. Et tu y vas bientôt? Ouais. On peut venir? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allons-y. J'ai amené des lettres pour ça,
135 existantes répertoriées à ce jour. Monsieur Buffavant, Monsieur Caillet, Monsieur Simonet, Monsieur Bonnel, père de tous les bonnets, Monsieur également Buffavant, père de tous les bonnets, Monsieur Louis Guichard, père de Pierrot, Pierrot. Avec tout ça. Donc avec toutes les cartes postales. Voilà. Donc dans la suite des livres qu'on va faire. La cueillette est bonne alors? Cette nouvelle encore que j'ai pu récupérer. Et donc ça part de la première, des plus anciennes. Ah, ça c'est très intéressant. Vous avez de l'origine jusqu'au plus récent. Jusqu'aux deux dernières qui sont sorties là il n'y a pas longtemps. Super. Monsieur le maire, quand même, une question. Pourquoi faites-vous ça? Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce qui vous motive? Oui, qu'est-ce qui vous motive? Oui, alors effectivement que ça m'intéresse, déjà parce que personnellement je suis très attaché à la mémoire et à l'histoire de notre commune, mais aussi on s'est aperçu que malgré que l'on ait beaucoup de documents, que l'on ait des livres sur l'histoire de Ternay, ce sont des livres qui relatent une histoire générale. Là, ce que l'on cherche, c'est vraiment l'histoire des gens qui ont vécu à Ternay, qui ont vécu des histoires et qui ont des histoires de famille à raconter, comment ça se passait quand ils étaient là. Donc c'est vraiment le quotidien de chacun. D'accord. C'est le travail d'un conteur de rue, quoi. Il faut qu'on entende les légendes, voilà, les petites histoires d'histoire. Voilà, entendre les gens, comment ça se passait, comment ils ont vécu cette évolution de Ternay, comment leurs parents ont vécu cette histoire, comment ils ont vécu l'évolution de Ternay, et chacun dans son quartier, autour de lui, c'est ça que l'on cherche à savoir. Et je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'au fil du temps, ces histoires se perdent. Les gens se les racontent, mais chaque fois qu'on se les raconte, on en oublie un petit peu, et au bout d'un moment, eh bien, on perd vraiment toute cette richesse de mémoire. Et est-ce que vous pensez qu'après l'ouvrage qui va sortir, une petite vidéo ou un truc comme ça serait bien? Alors, c'est aussi dans les projets. Je ne vous cache pas que c'était quelque chose que l'on voulait commencer par la vidéo. Bon, c'est vrai que le coût est un petit peu plus élevé, mais on commence par les récits écrits. Et puis moi, effectivement, je suis très preneur de vidéos et vraiment d'interviews en direct avec les gens. On est sur l'histoire contemporaine de l'évolution de Ternay. Alors, Monsieur Fèvre, vous êtes président de l'Office de tourisme. Aujourd'hui, quand il y a des touristes ici, qu'est-ce qu'ils viennent voir? Qu'est-ce qu'ils visitent? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ternay, d'abord, c'est un site historique. C'est un site historique, c'est un site clunisien qui a un prieuré, donc il y a l'église et son prieuré. Ensuite, il y a une maison des champs, donc, qui correspond à une certaine histoire de l'imprimerie de Lyon, puisque cette maison des champs est issue des Delaporte, et les Delaporte étaient des imprimeurs renommés au niveau de Lyon. Ensuite, vous avez, lié au site tunisien, vous avez Mayol, Mayol qui est le 4e abbé de Cluny, qui a fait un certain nombre de choses à Ternay, et donc il en reste des points particuliers à voir. Donc il y a ce contexte historique avec des aspects classés, monuments historiques, comme le prieuré, non classés, comme le château de la Porte, qui est une maison des champs, ou classés, comme le sarcophage gallo-romain qui se trouve au pied des terrasses du château. Donc ça, c'est la première chose que viennent voir les touristes à Ternay. Ensuite, le deuxième point, c'est que Ternay a des espaces naturels importants. Il y a un parc de 23 hectares qui s'appelle le Grand Clos, qui a aussi une histoire liée à la famille de Forton, dont on a eu récemment d'ailleurs des membres en visite à Ternay. Donc un parc de 23 hectares qui est entretenu par une association et où il y a souvent du monde qui vient s'y promener, s'y pique-niquer, faire du vélo, faire de la marche. Ensuite, vous avez un autre parc d'1,5 hectare au sud de Ternay, qui s'appelle le parc de Chassagne, où il y a un cadran solaire d'une taille imposante, et puis une table d'orientation.
Et ensuite, le troisième point en espace naturel, c'est qu'il y a l'île de la Table Ronde, qui est réellement une île d'ailleurs créée par le canal du Rhône. Et cette île de la Table Ronde a une zone biotope et est exploitée par le SMIRIL, le syndicat mixte des îles du Rhône et du Laune, et reçoit beaucoup de visites de promeneurs, de cyclistes, mais aussi beaucoup de scolaires. Donc il y a beaucoup de... Alors ensuite, le troisième point, c'est la partie sportive. Il y a un centre sportif important avec deux particularités, un bassin de joute et un bassin de pêche. Mais le projet dont on vient de parler vous apportera donc quelque chose. Les gens vont pouvoir connaître le vécu. Alors, quand on fait visiter un site, il y a ce que l'on montre et il y a tout ce qui est sous-jacent derrière. Et bien souvent, l'histoire est autrement plus importante et partagée que la pierre elle-même que l'on montre. Et ce que l'on est en train de faire là, c'est d'enrichir l'histoire. Finalement, il y a des moments où vous allez visiter des ruines et le guide vous passionne parce qu'il vous explique les choses, parce qu'il sait vous raconter les anecdotes, l'histoire du lieu. Et là, ce que l'on est en train de faire, c'est d'enrichir la connaissance de l'histoire de Ternay. Eh ben, en tout cas, j'espère que ça vous attirera beaucoup de monde. En tout cas, merci. Eh bien, écoutez, merci à vous et merci pour votre visite. Et puis, ma foi, venez visiter Ternay. Eh ben, volontiers. Et puis, merci. On va peut-être laisser Olivier, parce que je crois que la cueillette des renseignements commence. À bientôt. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité, partenaire de Quartier de Vie. ERDF vous a présenté Quartier de Vie. ERDF et l'électricité vient à vous. Touch the sky. En France, on a Teddy Riner, 8 fois champion du monde, plus fort que les Japonais. Bon alors je te préviens, j'ai fait 2 ans d'équitation. Renault aussi a remporté de belles victoires. Clio, voiture la plus vendue en France 9 années de suite. Une gagnante. Normal, elle est ceinture noire. Twingo, petite mais on peut y mettre des tas d'amis. Tas d'amis? Ah non, des tas. Marqué, ça marche aussi. En octobre, la French Touch s'impose. Renault Capture est à partir de 169 € par mois. Chez Intermarché, nous sommes producteurs, commerçants. Nous fabriquons nos couches pommettes nous-mêmes en France. Et comme plus de 2000 crèches les utilisent déjà, vous pouvez être sûr de leur qualité et du prix. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Canal Play, des milliers de films et de séries disponibles sur tous vos écrans, dès 7,99 € par mois. Canal Play, des émotions à la demande. Touch the sky. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Cinéma. Au programme, une très belle rencontre. Claude Brasseur est de mon invité et il parlera de son film L'étudiante et Monsieur Henry dans quelques instants. De l'épouvante avec The Visit, un film d'horreur signé M. Night Shyamalan. Et enfin, nous parlerons du Labyrinthe, la Terre brûlée, deuxième volet de la saga déjà culte chez les adolescents. Claude Brasseur, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir. Vous revenez au cinéma dans un rôle très émouvant, celui de Monsieur Henry, dans L'étudiante et Monsieur Henry. On se retrouve dans quelques minutes, le temps pour Fabienne de dévoiler l'intrigue du film. Monsieur Henry et l'étudiante Constance ne se croisent pas tout à fait par hasard. Elle vient de louer la chambre inoccupée du grand appartement parisien de Monsieur Henry, qui à cause d'une santé vacillante ne peut plus vivre seul. Ce qu'elle ignore encore, c'est qu'il va l'utiliser pour créer un véritable chaos familial. Comédie poétique et bouleversante, l'étudiante et Monsieur Henry montrent une très belle relation entre un vieux loup solitaire particulièrement bougon, Claude Brasseur, et une jeune femme à l'éloquence et à la grâce naturelle, Noémie Schmidt.
Je disais, Claude Brasseur, c'est un grand honneur de vous recevoir. Alors, est-ce que c'est difficile d'être odieux dans un personnage comme celui-là, en tout cas au départ? Au contraire, c'est facile comme tout. C'est le plus facile? Non, tout est facile à partir du moment où c'est en situation. Et non, j'ai éprouvé aucune